Salut les prévoyants et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo. On va traiter d'apiculture. Chaque nouvelle rentrée je me donne un nouveau challenge. L'année dernière c'était l'aquaponie. Cette année ça va être l'apiculture. Alors j'y connais rien, je démarre de zéro. Mais je vais me faire accompagner. J'ai pris contact avec Mathieu. C'est un youtubeur qui a une chaîne YouTube qui traite de l'apiculture. C'est un apiculteur amateur et qui est passionné. Il a accepté. Je vais l'accompagner sur un ou deux ruchers au pied du Mont Ventoux, et tout simplement pour voir si le truc me plaît. Hein, je t'avouerai que je suis pas très serein. Avoir 60 000 ouvrières qui tournent autour de moi et qui potentiellement peuvent me piquer, je suis pas serein. Donc je vais y aller. Je vais passer une initiation, je vais apprendre les différentes ruches qui existent sur le marché, le matériel qu'il me faut pour débuter, et si ça me plaît, ben, je me lancerai. Je n'ai pas de doute que ça va me plaire, parce que ça fait un moment quand même que je regarde quelques petites vidéos. Et même si ce n'est qu'une journée d'initiation, par la suite, durant cet hiver, je vais me former, je vais acheter des livres, je vais regarder des vidéos, je vais passer des formations à la fabrique épique, histoire de pouvoir être formé et pour faire les choses correctement. Mon objectif, c'est de pouvoir produire du miel, évidemment, mais aussi préserver les abeilles. Tu le sais, si les abeilles disparaissent, il ne restera plus que 4 ans à l'humanité avant de s'effondrer. Donc moi, j'ai envie de participer à la préservation des abeilles, et en créant ces différentes vidéos qui vont apparaître sur la chaîne, j'espère créer des vocations et que peut-être que certains d'entre vous auront envie de se former pour faire les choses correctement et ensuite installer une ou plusieurs ruches au fond de leur jardin. Ça permettra de pouvoir aider à la pollinisation du potager, de son potager et au potager aux alentours. Alors si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire tout de suite pour ne pas rater les prochains épisodes qui vont traiter de l'apiculture. Et j'espère que tu vas passer un bon moment. Allez, je t'emmène avec moi sur le rucher, let's go. Salut Mathieu. Donc, alors aujourd'hui on est au rucher là? Exactement, donc là on est sur un des ruchers. Sur ce rucher là, donc on a 4 modèles de ruches différentes. Okay. Donc on va avoir le modèle ruche horizontale, donc Kenyan, qui va être là-bas. D'accord. Donc nous on a différents types de modèles de ruches horizontales, les gens pourront voir sur le site. Il y en a encore d'autres qui doivent arriver. Ensuite on a la ruche varée, qui est juste là, donc qui est une ruche qui est plutôt comme on va dire une cheminée, un empilement de boîtes les uns en dessous des autres. D'accord. Voilà. Ensuite on va avoir donc la ruche d'Adam qui est juste là-bas, la verte. C'est celle que tu nous as montrée précédemment. Donc ça c'est celle que je vous ai montrée sur la présentation. Et ensuite ici on a donc une ruche Langstroth qui est plutôt un modèle anglo-saxon. C'est l'équivalent de la ruche d'Adam française, mais en version plutôt anglo-saxonne. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui change concrètement? C'est la taille en fait, si tu regardes bien, la boîte, la caisse du haut est à la même taille que celle du bas. Ah, c'est au niveau de la hausse que ça change? Voilà, c'est ça, au niveau des cadres et des hausses. Alors que sur la d'Adam qui est donc juste là-bas, la boîte, la hausse qui est au-dessus, elle est moitié plus petite que le corps de ruche. Voilà. D'accord. Donc c'est cette standardisation du matériel qui est un petit peu différente en fait. Donc c'est plutôt anglo-saxon, Langstroth, et d'Adam c'est plutôt francophone. Voilà. Ok. Donc on peut très bien se former et pouvoir mettre ça dans le fond de son jardin. C'est ça exactement. Ce qu'on va faire, on va aller sur une des ruches. D'accord. On va aller voir la d'Adam. Et puis comme ça je vais te montrer un petit peu en même temps les cadres à l'intérieur, tout ce genre de choses. Et puis comme ça on peut parler un petit peu législation si tu veux. Ça marche. Donc là on est sur ce qu'on appelle un rucher. Donc un rucher c'est un emplacement en fait où on va pouvoir mettre entre une et dans certains cas pour certains professionnels plusieurs dizaines de ruches en fait sur l'emplacement. Ok. Voilà. En sachant que là voilà, on est sur un emplacement de 4 ruches. Nous lorsqu'on travaille sur les ruchers, on va aller à peu près jusqu'à une dizaine de ruches maximum. Pourquoi? Pour ne pas saturer, on va dire, l'emplacement avec une variété d'abeilles. Voilà. D'accord. Et que les abeilles, entre guillemets, dépouillent les ressources alimentaires de tous les côtés et qu'il n'y ait plus rien à manger, que ce soit pour elles déjà et pour les autres insectes. Voilà. D'accord. Donc on va à peu près, en fonction des emplacements, aller jusqu'à une dizaine maximum. Et il faut qu'il y ait de la nourriture pour tout le monde, donc voilà. En fait, pour un particulier qui voudrait installer des ruches chez lui, c'est quoi la législation? Alors, la législation, déjà ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que ce qui régit l'installation des ruches, c'est le code rural.
d'accord. Ok. Donc il y a 2 alinéas, le 211-6 et le 211-7, d'accord, du code rural, qui vont donner les indications d'installation, qui vont être en fait sur la distance à respecter entre la ruche et, le voisinage, par exemple, la hauteur et la largeur des protections pour l'installation des ruches. D'accord. Ok. Donc cette législation, en gros, ça dit quoi? Ça dit que 2 mètres devant la ruche, ça doit être espacé entre la rue et ou le voisinage et l'entrée de la ruche, donc on doit avoir 2 mètres. Ok. 2 mètres de hauteur et 2 mètres de chaque côté de la ruche, donc en gros 4 mètres de linéaire. Voilà. Et il faut que ça soit quelque chose de plein, voilà, parce que si c'est, je sais pas moi, un grillage à poules par exemple, ça compte pas. L'abeille, elle peut passer à travers. Donc, le but étant, pourquoi il faut que ça soit plein? Un mur, quoi. Un mur, une haie, vive ou sèche, que ce soit des buissons ou autre chose. Parce que l'abeille, quand elle va sortir de la ruche, comme elle va le faire ici, là, voilà, et ben, s'il y a 2 mètres devant, il y a un mur de 2 mètres de haut, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sortir, elle va s'envoler, elle va passer au-dessus de 2 mètres. Et la grande majorité de la population française, eh ben, elle fait moins de 2 mètres. Donc il n'y aura pas de contact direct en fait, avec l'abeille. Voilà. Ok, Donc, mais ça, c'est valable partout en France? alors ça, c'est le code rural, d'accord. Oui. Maintenant, après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le préfet de chaque région, de chaque département, pardon, qui va en fait décider des normes à respecter sur les installations, d'accord. Donc, ce qu'il faut faire, c'est soit on se rapproche de sa mairie ou de sa préfecture pour avoir les normes de législation et d'installation, ok, ou alors on le tape sur Internet directement. Vaucluse, installation ruche, ou Île-de-France, installation ruche, enfin 95, 75, 59, peu importe. Et en soi, chaque département aura ses restrictions par rapport à ce qui a été établi par le préfet. Voilà. Ok, et j'ai entendu qu'il fallait aussi les déclarer, ces ruches. Ouais, tout à fait. Alors, en fait, la déclaration, ça arrive une fois dans l'année et on va les déclarer en général entre septembre et décembre. Voilà. Donc là, on a une belle colonie ici. Voilà. Ah oui, effectivement. Donc les ruches, on va les déclarer entre septembre et décembre. Pourquoi entre septembre et décembre? Tout simplement parce qu'en fait, si on les déclare avant, on va dire le nombre de ruches, l'évolution du rucher n'est pas terminée. Okay. Ce qui fait que si en mai, je déclare 50 ruches, et qu'en décembre j'en ai 80, bah, la déclaration est faussée. Donc si vous installez une ruche en avril, mai, juin, juillet, au début on ne la déclare pas et la déclaration interviendra à partir de entre septembre et décembre. Okay. D'accord. Bouge pas trop, t'inquiète pas, c'est juste ça vole, t'inquiète pas. Viens te positionner ici. C'est normal que ça tourne un petit peu, voilà. Ok. Mais ça vole, c'est une abeille, c'est normal, comme je te disais tout à l'heure, mais il n'y a pas d'agressivité, tu vois, en soi. Okay. Elles essayent pas de te piquer, ou elles sont pas sur le voile à essayer de, tu vois. Donc après, c'est une abeille, hein, c'est normal, ça vole, voilà. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et là, tu n'utilises pas beaucoup de fumée, en fait? Alors, bah, après, la fumée, c'est comme j'expliquais hein, sur la présentation. La fumée, on va l'utiliser dans le cas de figure où on sent une agressivité, si on a besoin de les disperser, si on a besoin, nous, si on est piqué par exemple, de couper cette odeur de phéromones de piqûre. Voilà. Oui. Mais après, en soi, s'il n'y a pas d'agressivité, s'il n'y a pas de piqûre, s'il n'y a pas voilà, tout ça, on peut en fumer, mais c'est plus la fumée, c'est plus une sécurité qu'une nécessité en fait. D'accord. Voilà. Donc on a toujours un enfumoir avec nous, là on en a un nous sur le côté, mais qu'on va utiliser vraiment si on en a le besoin. Pas juste un peu comme un fumeur qui mettrait la main juste au niveau de la bouche avec une cigarette électronique, voilà, faut pas que ça devienne un tic ou un toc en fait, voilà, c'est vraiment en cas de besoin, ok. Ok. Là on est sur des cadres de hausse, donc vraiment la hausse c'est la réserve de miel, donc ça c'est des cadres qui ont déjà été récoltés. Et que là, ça a été remis ce qu'on appelle à lécher. Donc l'abeille, elle vient récupérer le reste de nourriture qu'il y a dessus pour le manger en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était l'excédentaire. Donc on voit un cadre là. Hein. Ça permet aussi de nettoyer le cadre. C'est ça exactement. Après,
Si on veut le ranger, le stocker, ça permet de manipuler les cadres, les hausses, sans avoir plein de miel partout quand on veut les manipuler. Voilà. C'est pas une obligation hein, de faire ça, parce que nous, on stocke aussi des cadres avec des hausses, tout ça, sans les abeilles en hiver, qui ne sont pas léchés. Voilà. Mais voilà, en termes de manipulation et de déplacement, on va dire que c'est plus agréable de ne pas avoir tout le temps les mains qui collent, donc on peut les remettre à lécher. Ouais. D'accord. Voilà. Donc là, ça a été récolté cette année, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, ça a été récolté là, il n'y a pas longtemps. Donc là, du coup, on les laisse pour qu'elles puissent refaire... Non, elles vont pas refaire. Alors, en fait, ça dépend de la période où tu récoltes, hein, parce qu'il peut y avoir plusieurs récoltes dans une saison. En fonction de la période de l'année où tu vas être, si tu récoltes par exemple fin avril ou fin mai, une fois que c'est récolté, tu peux remettre les hausses dessus et les abeilles vont re-remplir. Voilà. D'accord. Là, au moment où nous on fait la vidéo, on est plutôt en fin de saison. Ouais. On est plutôt au mois d'août. Et en général, au mois d'août, c'est une période qui est des fois un petit peu sèche, un peu partout en France hein, d'un point de vue global. Donc en soi, on fait les récoltes avant et on laisse les colonies tranquilles. On leur donne les hausses à lécher et après on les récupère. Et après au mois d'août aussi, en fonction du type d'apiculture qu'on va faire, c'est une période aussi où on fait les traitements. Voilà, parce que des fois il peut y avoir, tout le monde connaît la problématique du frelon asiatique, mais dans les ruches il y a aussi des fois des parasites. Donc si on a trop de parasites dans une ruche, il faut, c'est un peu comme un pou en fait, donc il faut éliminer ce pou. Voilà. D'accord. Donc là on a ce que l'on appelle une grille à reine. Okay. Donc la grille à reine, ça va permettre d'avoir une hausse avec donc, du miel. Et de ne pas avoir de bébé abeille dedans, pas avoir de couvain en fait. Voilà. Parce que la reine ne peut plus monter dessus. C'est ça, exactement. La reine ne peut pas monter pour pondre dans les cellules. Ce qui fait que là, on n'a que du miel. Et quand on n'a que du miel, ça nous permet de récolter le miel tout simplement. Voilà. D'accord. Donc là, je vais te sortir un cadre qui est donc dans le corps de ruche, qui est dans la partie où on laisse en fait vraiment toute la partie réserve de nourriture hein, pour les abeilles. Là, il ne faut vraiment pas toucher aux réserves de nourriture parce que c'est grâce à cette réserve-là que les abeilles vont passer l'hiver en fait. Ok. Voilà. Donc là, ici, tu peux constater. Alors là, c'est pas fini, hein, elles vont encore en remplir. Mais toute la partie haute, là, en fait, où tu as cette partie operculée, là. Ici, si je viens gratter un petit peu en dessous, tu vois, tout ça, en fait, là. C'est du miel. Tout ça, c'est du miel, en fait. D'accord. Voilà, tu vois, les abeilles vont déjà dessus. Ok. Là, si je fais comme ça, tu vois, c'est... Donc tout ça, c'est du miel. Voilà. Donc ça, c'est de la réserve de nourriture. Après, on voit un petit peu de billes de grains jaunes aussi à l'intérieur. Ça, c'est le pollen. Donc le pollen, c'est la protéine pour les abeilles qu'elles vont trouver donc, sur le pollen des fleurs. Hein. Ouais. Et c'est le seul pollen qu'elles récupèrent, la seule protéine qu'elle récupère dans la nature pour l'évolution de son couvain, de ses bébés abeilles en fait. D'accord. C'est grâce à ça qu'elle se développe. Voilà. Ok. Donc là, on a les deux types de nourriture. Et après, là, jusqu'à la partie hivernage, j'ai envie de dire, la partie hivernage, c'est là où on n'ouvre plus les ruches, où on les laisse vraiment tranquilles pour l'hiver. Là, elles vont remplir entièrement les cadres de nourriture. Et pour passer un hiver vraiment en autonomie au maximum. Voilà. D'accord. Après, s'il y a des problèmes de nourriture à un moment donné, ou que les abeilles ont beaucoup consommé parce qu'il fait très froid, ou ce genre de choses, l'apiculteur peut intervenir. Voilà. Il peut complémenter un peu. Mais en général, on essaye vraiment au maximum de les laisser autonomes le plus possible. Après, pour revenir sur la législation par rapport à ce que tu me demandais tout à l'heure, ce qu'il faut savoir, donc, comme je te disais, c'est que tu as certains départements qui vont être plus restrictifs que d'autres. Okay, par exemple, tout ce qui va être établissement public, dès que tu as un hôpital, une école, caserne de police, pompiers, ce genre de choses,
tout de suite on est sur des réglementations qui sont un peu plus strictes, voilà, avec des distances plus longues. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que y a beaucoup de mairies qui installent par exemple des ruches sur leur toit, sur les parcs publics. Moi je connais des casernes de pompiers qui ont des ruches sur place, sur le toit des hôpitaux. Donc voilà, il faut... L'apiculture, ça reste aussi beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications, du partage aussi. Oui. Si on installe une ruche, il faut très bien aller voir son voisin et lui dire écoute, voilà, je vais mettre une ruche, je te préviens. Plante quelques fleurs ou tiens quelques buissons où on lui offre un paquet de graines de fleurs mellifères. Je sais que c'est pas possible avec tout le monde parce que tout le monde ne s'entend pas forcément bien avec ses voisins. Mais en tout cas, il y a ce rôle de pédagogie et c'est parce qu'on a une ruche que le voisin va se faire piquer, loin de là. L'abeille, elle, ce qu'elle cherche, c'est de la nourriture, c'est des fleurs, que ça soit le barbecue ou je sais pas, le pique-nique des voisins, elle s'en fiche en fait, hein, il n'y a pas d'intérêt. Okay. D'accord. Là, ce que l'on va voir ici, donc sur ce cadre, et ben, sur toute cette zone-là, là, tu vois, tout ce qui est un petit peu les cellules fermées, là, tout ça, c'est des bébés abeilles en fait. C'est ce qu'on appelle le couvain. Ah, c'est ça le couvain, d'accord. Ouais, exactement. Tout ça, c'est le couvain en fait. Et donc en dessous de chaque cellule, eh ben, on a une future abeille en fait qui va naître. Voilà, en fonction de son développement, mais qui va naître pour intégrer la colonie. Ok. Voilà. Donc ça, forcément, à garder précieusement, on n'ouvre jamais le corps de la ruche pour pouvoir prélever du miel ou quoi que ce soit. Ouais, non, le corps de la ruche, on ne prélève, ce que je disais à l'intérieur, mais on ne prélève vraiment jamais de miel dans le corps de la ruche. Dans le corps de la ruche, pollen, miel, tout ce qui est dans le corps de la ruche ici, vraiment c'est pour la colonie. Hein. Il faut vraiment que ça reste aux abeilles parce que voilà, des fois quand on démarre même en apiculture, certains apiculteurs n'ont pas forcément de miel dans la hausse, mais il y en a beaucoup dans la ruche avec différents phénomènes qu'on explique en formation. Mais certains peuvent être tentés de prendre un cadre par exemple, récupérer 3-4 kilos. D'accord. L'apiculture, l'abeille, ça reste la nature, ça reste, entre guillemets, j'ai envie de dire, un temps plutôt moyen, long terme. C'est sûr qu'en installant une ruche, on ne va pas récolter tout de suite 30 kg, 40 kg de miel dans le mois qui arrive. Oui, alors, dans certains cas de figure, c'est possible, si tous les voyants sont au vert, voilà. Mais la plupart du temps, la première année, lorsqu'on installe, parce que là, il y a 10 cadres dans cette ruche-là. Là, ici, on est sur une ruche d'Adam. Nous, après, il y a différents modèles de ruches qu'on utilise, comme j'ai déjà expliqué en formation. On a de la ruche horizontale, de la varée, de la d'Adam, de la Langstroth. Voilà, donc les gens, après, en fonction d'eux, peuvent sélectionner le modèle qui leur convient. Mais lorsqu'on est sur ce type de ruche, sur ce type de modèle, en général, on va avoir des colonies à la base sur 4 ou 5 cadres, comme celui-ci. Donc après, il faut que ça grandisse aussi. Donc déjà, ça te prend un petit mois ou 2 mois en fonction de la météo, en fonction du lieu aussi géographique. Voilà, donc il faut prendre le temps. Okay. Quand on prend le temps, tout va forcément mieux que si on veut être pressé, et à ce moment-là, on fait des erreurs. Et en soi, c'est pas nous qui en pâtissons directement, mais c'est plutôt l'abeille. Voilà. Ok. Et là, il y a environ combien d'abeilles, à ton avis, là-dedans ? Là, au niveau de la période de l'année où on est, maintenant, on doit être plus autour de 50 000 abeilles à peu près à l'intérieur, en sachant que vraiment en pleine saison, on va tourner autour de 60-65 000 abeilles dans une ruche, en pleine saison, donc à partir de jusqu'à à peu près fin juin. Et ensuite, à partir de fin juin, la population va se stabiliser, commencer à diminuer jusqu'au mois d'octobre-novembre. Et en novembre, après, on va retourner plus autour de à peu près 20 000 abeilles dans la colonie. Et c'est un cycle tous les ans, ça fait ça ? Ouais, exactement, c'est un cycle, ça monte, ça descend, ça stabilise, un peu comme un électrocardiogramme en fait. D'accord. À chaque fois, c'est la même chose en fait. Voilà. Ok, autre chose, ça vit combien de temps une abeille ? Alors après, ça dépend de j'ai envie de dire, ce qu'on pourrait dire la catégorie sociale, mais en apiculture, on appelle ça une caste. Ça dépend des types d'abeilles en fait. On va avoir les abeilles ouvrières que tu vois ici par exemple. Ça c'est les abeilles qu'on appelle d'été. Les abeilles d'été, elles vont vivre 42 jours. D'accord.
Donc une abeille, là, ça vit 42 jours, ça vit 21 jours dans la ruche et après, ça vit 21 jours à l'extérieur de la ruche, butineuse. D'accord. Okay. Après, les mêmes abeilles, mais d'hiver, donc qui vont être physiologiquement, visuellement parlant, identiques, mais qui vont être voilà, un petit peu plus grasses, qui seront un petit peu plus parées à l'hiver, j'ai envie de dire. Oui. Elles, déjà, elles peuvent vivre déjà plutôt un bon 4 mois. Voilà. Et ensuite, on va retrouver à l'intérieur des ruches, on va retrouver des mâles aussi. Donc Ok. eux, les mâles, bah, ça dépend de la période où ils naissent, voilà, mais en général, ça peut vivre 2-3 mois. Voilà. Et on va avoir une reine dans la ruche et la reine, elle peut vivre entre 3 et 5 ans. Mais maintenant, les reines, ça vit plus 3 ans que 5 ans. Voilà, Ok. avec les perturbateurs extérieurs, les pratiques aussi de certains apiculteurs, voilà, de différents paramètres. Mais on va partir sur une moyenne de 3 ans. Voilà. Ok. Et au niveau des mâles, leur fonction, c'est juste féconder la reine? Alors, beaucoup vont dire voilà, c'est que féconder la reine. Après, c'est pas juste la fécondation de la reine. Ils ont aussi, nous, de ce qu'on constate, Oui. c'est qu'ils ont aussi un rôle de régulateur de température dans la ruche. Parce que s'il y a trop de population dans la ruche, les mâles ils vont sortir de la ruche et faire une grappe d'abeilles, par exemple devant la ruche, entre le soleil et la ruche, ça va faire de l'ombre. Ok. Ce qui fait que bah, ça impacte moins la ruche en termes de température. Et à l'intérieur, si des fois il fait un peu frais le soir, on va retrouver les mâles voilà, répartis autour du couvain, parce que c'est vraiment la zone de couvain qui est primordiale. On est à 37 degrés dedans. D'accord. Donc ils vont se répartir un peu autour de cette zone pour aider les abeilles voilà, à réchauffer cette zone-là en fait. Voilà. Donc c'est un petit peu comme le fait d'être tout seul dans une salle de concert, voilà, t'as froid, t'as ton gilet, et si une heure après tout le monde est dans la salle, il y a 60 000 personnes, tout le monde est en t-shirt et tout le monde a chaud en fait. Ok. Là, dans la ruche, c'est pareil. Le rôle de l'apiculteur, justement, c'est la gestion du volume de la ruche en fait. Peu importe le type de ruche, pour toutes les ruches, l'apiculteur a certains rôles, dont ce rôle de gestion du volume, voilà, adapté à la population en fait. Ok. Voilà. Tu veux prendre un cadre? Waouh. Ok. Alors attends, je vais te le sortir si tu veux, déjà dans un premier temps. Ok. Oh là là. Et là, tu dis, elles sont pas agressives? Non, 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 pas du tout. Franchement, c'est vraiment une colonie. Alors après, attention, en fonction de la race d'abeilles que tu as, au niveau des ruches, tu as des abeilles qui volent un petit peu plus que d'autres, d'accord? Il y a des apiculteurs qui ont travaillé dans la génétique, dans la sélection de l'abeille, pour avoir des abeilles qui soient, on va dire, très douces et pas très volatiles. Ce qui fait Donc là, que... on est sur quoi? Sur de la Buckfast? Exactement, ouais, on sera plus sur une race d'abeilles type Buckfast, ok? Après, on peut avoir de la Buckfast, mais tu n'es pas obligé d'avoir de la Buckfast, j'ai envie de dire, sélectionnée de lignée, tu vois? Et tu peux avoir de la Buckfast qui vole un petit peu plus, ok? Ouais. Elle est marquée, ta reine, Mélanie? Ouais. Ouais. Bon, bah, elle est pas là, elle est pas sur celui-là, je pense pas, je vois pas. En fait, je me rends compte que les abeilles, c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Les gens confondent beaucoup en fait l'abeille avec soit la guêpe ou avec le frelon en fait. Donc là ce que tu vas faire c'est que tu vas venir placer tes mains en fait sur les côtés, donc droit tes mains, tu bloques les doigts et tu viens en fait glisser tes mains ici comme ça en dessous en fait. Et là tu laisses tes doigts droits ici comme ça. D'accord. Il faut toujours laisser le temps à l'abeille de se déplacer. Tu auras toujours des abeilles partout. Ouais. C'est pas un problème, il faut juste que tu laisses le temps à l'abeille de se déplacer. Donc quand tu as une abeille qui est là, tu vois, regarde, il n'y en a plus. Là, il y en a qui vont revenir, et ben tu viens, tu commences à mettre légèrement ton doigt sans bloquer l'abeille, voilà. Et ensuite, voilà, tu vois, tu pousses légèrement et ensuite tu viens mettre ta main. Ok? D'accord. Voilà. Vas-y, sur les côtés. Les doigts collés. Voilà. J'ai l'impression que ça va pas me piquer, ça. Non? C'est bon, t'inquiète. C'est bon, tu tiens? Ouais, c'est bon, je tiens. Voilà. Voilà. Et là, tu peux lever le cadre un peu plus vers toi. Voilà.
Donc je peux le... Alors voilà, si tu veux le bouger un petit peu, après ce que tu peux faire, voilà, c'est que tu viens mettre ton pouce sur le montant, tu tiens vraiment sur les côtés, voilà, et tu regardes vers toi, exactement. Comme ça. Voilà. D'accord. Et là, comme ça, après, même dans une autre étape, si tu veux, tu rapproches le cadre légèrement de ta visière, et après, tu viens souffler, mais alors très légèrement, un petit filet d'air, ok, sur les abeilles, comme ça, elles se déplacent, en fait, et tu vois ce qui se passe en dessous de l'abeille, sans la toucher. Alors attention, c'est pas une bougie, hein, ok. Tiens, je te le Donc, redonne. c'est bon, je le tiens. Ok. Voilà. Donc là, les abeilles qui sont sur moi là. Bah, les abeilles qui sont sur toi, tu viens à côté, tu fais comme ça. Voilà, et elles vont s'en aller. D'accord. Voilà. Et donc, tu vois, si je viens, je le rapproche. Là, si on regarde, le cadre, il est rempli d'abeilles. Bon, le miel. Ouais, t'as vu, hein, ça sent bon. C'est la propolis, le miel, c'est toute l'odeur de la cire, en fait. D'accord. Donc là, il y a plein d'abeilles. Si je viens, je le rapproche. Ouais. Et voilà. Et là, tu vois ce qui se passe en dessous. D'accord. Et pour tes abonnés qui diraient peut-être que je sens pas bon de la bouche, je me suis lavé les dents ce matin. Donc voilà. Donc en fait, le fait de rapprocher de ton visage fait que les abeilles s'écartent? Non, c'est le souffle qui fait qu'elles s'écartent. Ah, le souffle, Parce que je peux le... Regarde. Tu vois, je souffle pas, elle bouge pas. D'accord. C'est juste que... Ah ok, je vois. Tu vois, Ok. j'ai soufflé au milieu et en fait, le vent les fait se déplacer. Ok. Mais il faut souffler voilà, doucement et progressivement en fait. Et après, elles reprennent leur place, tout naturellement. Ok. Faut un temps d'adaptation quand même, avec le bruit, le fait de les voir voler, pour être un peu plus rassuré. Je suis déjà un peu plus serein qu'au début quand je suis arrivé au rucher. Après, après, ce qu'il faut savoir, parce que réellement, ce qui fait peur de l'abeille, c'est quoi? C'est pas le fait qu'elle vole, c'est pas le fait qu'il y ait du bruit, c'est la piqûre. Ouais. Okay, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, dans tous les cas, la piqûre n'est jamais agréable, d'accord. Maintenant, déjà, ça a des propriétés, ok. En France, on en parle très peu, mais dans d'autres pays du monde, voilà, il y a des crèmes qui existent au venin d'abeille, par exemple, pour tout ce qui est problème de peau, type psoriasis, eczéma, des choses, voilà, des fois. Voilà. Nous, on ne le fait pas, on ne le pratique pas, mais il y a aussi de l'apipuncture, c'est le fait de se faire piquer justement par des personnes avec des abeilles. Voilà. D'accord. Et après, autour de l'abeille, il y a tout ce qu'on appelle l'apithérapie. C'est le fait d'utiliser tout ce que l'abeille produit et nous offre en fait au quotidien. Voilà. Que ça soit d'un point de vue interne, intestinal, respiratoire ou externe, la peau, voilà. Ça s'appelle l'apithérapie. Nous, on fait de l'apithérapie, voilà, que ce soit par des crèmes, des cosmétiques, voilà, que les gens peuvent pareil voir sur le site internet, ou par des formations, pour que les gens apprennent à faire leurs petites cosmétiques, leurs savons maison, leurs sticks lèvres à base de cire et de miel, faire voilà, des teintures mères, enfin voilà, différentes choses. L'abeille, c'est pas juste la production de miel en fait. La production de miel, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais en fait, vraiment, si on utilise vraiment tout ce que l'abeille nous donne, c'est un truc de fou en fait. Mais lorsqu'on récupère le venin, c'est-à-dire que l'abeille meurt à chaque fois? Alors ça dépend, si tu le fais de façon plus technique, il y a des petites plaques qui existent maintenant où le dard se plante mais ça tue pas l'abeille. Mais c'est vrai que si l'abeille te pique, son dard s'arrache, ça lui arrache une poche à venin qui est au niveau de l'abdomen et elle meurt. Donc c'est sûr que c'est pour ça que nous on pratique pas l'apipuncture parce que par respect par rapport à l'abeille, voilà, même si elle vit que 42 jours l'été, voilà, c'est pas fou quoi. Mais l'abeille, si elle pique, pour revenir à ça, c'est que ça reste un sacrifice pour elle, mais c'est pas un sacrifice vain aussi, parce que quand elle te pique, il y a une phéromone qui se diffuse, ça indique aux autres abeilles que tu es entre guillemets l'ennemi, pour qu'elles viennent te chasser, parce que c'est un danger pour la ruche en fait. Voilà. D'accord. Donc c'est un esprit collectif. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a l'enfumoir d'ailleurs, parce que si on se fait piquer, on met de la fumée pour couper l'odeur de phéromone. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça. Mais après, oui, en soi, la piqûre n'est pas agréable, mais ça a des vertus sur le corps,
Et deux, si on travaille après aussi dans le respect et qu'on fait attention, tu vois, on manipule pas comme des brutes. Oui. Il n'y a pas de raison après d'être piqué. Sauf si c'est une ruche, on va dire, ultra sauvage, caractérielle, et que quand tu viens visiter, les paramètres ne sont pas ouverts, c'est-à-dire qu'il y a des nuages, il commence à pleuvoir ou des choses comme ça. Oui. C'est comme si moi je venais chez toi et que je t'enlevais le toit de ta maison, par exemple, et que je te disais ça va comment... Et en fait, tu n'apprécierais pas. Bah, les abeilles, c'est exactement la même chose. Il y a plein de parallèles comme ça qu'on peut faire entre l'être humain et l'abeille, qui sont entre guillemets vraiment des choses de base. Hein. Et si tu l'appliques à faire, de se dire fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, voilà, bah, en fait, il y a plein de choses qui seraient beaucoup plus simples. Voilà. Qui sont beaucoup plus simples déjà, de toute façon, dans un premier cas. Donc voilà. Donc là, pour le coup, lorsque tu veux remettre, tu mets ça. La grille à reine. La grille à reine. Oui, on peut remettre la grille à reine si on veut être sûr et certain que la reine ne monte pas, on va dire, dans la ruche. Après, lorsqu'on replace la grille à reine et le matériel, il faut bien faire attention sur les bordures, voilà, qu'il n'y ait pas trop d'abeilles pour pas trop en écraser. Et dans ce cas-là, ouais, exactement, c'est dans ce sens-là. Là, tu vois, de ce côté-là, il n'y a pas d'abeilles. Donc, s'il n'y a pas d'abeilles, on ne perd pas de temps, on peut directement remettre ça. Voilà. Après, on fait attention, tu vois, il y a quelques abeilles là, bah, je peux légèrement les bouger. Ok. Et après, quand je remets, je viens délicatement, tu vois, parce que là, la grille va se poser dessus, mais ça ne va pas forcément l'écraser, tu vois. Donc, hop, et là, j'ai refermé, tu vois, et là, il n'y a plus d'abeilles. Et après, si je veux remettre l'autre partie, pareil, je viens récupérer ça. Je fais attention à ce que... tu fais glisser, en fait. Il n'y ait pas trop d'abeilles. Alors, pas sur la grillane, parce que sur la grillane, avec la propolis, ça colle beaucoup, et souvent, c'est un peu problématique. Mais avant de refermer, je viens, en fait, au-dessus. Je viens faire un léger mouvement, en fait, au niveau, tu vois, va-et-vient, et je descends en même temps. Et le fait de faire ça, en fait, bah, l'abeille, elle se pousse, et tu peux poser, voilà, délicatement, et sans tuer d'abeilles. Voilà, tout simplement. Voilà. Ok. Bah, c'était la visite du rucher avec Mathieu de la Fabrique qui pique. C'est ça. Merci pour ton accueil. Écoute, de rien, au plaisir. Et on se reverra dans les formations. Pas de souci, quand tu veux. Allez, ciao, ciao. Nous voilà de retour à la maison. Je me suis changé, faisons un petit briefing. Cette journée d'initiation m'a beaucoup plu. J'ai appris pas mal de trucs, j'espère que toi aussi. Alors, Mathieu de la Fabrique qui pique a une chaîne YouTube. Je te mets le lien dans le descriptif sous la vidéo. Il a également une boutique en ligne si tu veux t'équiper en matériel apicole. Elle a ouvert cette année. Si tu veux lui donner de la force, je t'en prie, vas-y. Il fait également des formations dans toute la France. Si tu veux te former de manière efficace, en bio et éco-responsable, tu es au bon endroit. Prochaine vidéo, on va traiter du budget, comment s'équiper, combien ça coûte. Ça arrive tout de suite, bientôt sur la chaîne. Alors si t'es pas abonné, abonne-toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Citoyen Prévoyant. Ciao! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror.